Dans les sous-sols de la plaine de Cracovie, ce geste se répète depuis 700 ans. Un outil frappe contre la roche pour en détacher celui qu'on appelle l'or blanc de Pologne. Le sel qui se trouve dans la mine de Bornia est gris, tel qu'on peut le voir ici. Il obtient sa couleur blanche après avoir été moulu. Voici le sel pur qui fait la richesse de cette mine et de cette région. Sur des centaines de kilomètres de galeries, la roche façonnée, creusée, polie, offre aux hommes depuis le XIIIe siècle une ressource naturelle inestimable. Le sel, ingrédient indispensable à la vie, qui sert alors de monnaie ou de conservateur, et sur lequel le royaume de Pologne érige sa fortune et les plus somptueux édifices de sa capitale de l'époque, Cracovie. Une manne qui, durant plusieurs siècles, contribue à faire de la Pologne le royaume le plus étendu d'Europe. Malgré le partage du pays et les guerres qui le ravagent au XXe siècle, le sel est resté protégé dans les entrailles de la terre et dans le cœur des Polonais. Au sud de Cracovie, dans le parc national des Tatras, le plus haut massif des Carpates polonaises, des cascades, des grottes et des lacs d'altitude composent un paysage inscrit sur la liste des réserves mondiales de la biosphère de l'UNESCO. C'est ici que s'est formée, par une combinaison de dépôts marins et de forces tectoniques, la réserve de sel de Pologne. Il y a 14 millions d'années, les Carpates n'existaient pas. Et cette région était recouverte par la mer Miocène. C'est dans cette mer que tout ce sel s'est cristallisé. Car à cette époque, un événement modifie profondément le destin de la région. Une météorite s'est écrasée et a provoqué l'émergence des montagnes, les Carpates. Cet événement a également déclenché des processus volcaniques. Les volcans crachaient des poussières et de nouvelles roches se sont formées, comme les tufites. Ensuite, des amas de sel issus de la mer ont fait surface lors de la formation des Carpates. Au fil des siècles, sous la pression des montagnes, les dépôts massifs de sel se fissurent, se tassent, se superposent et se mélangent à d'autres types de roches. Les eaux souterraines, ainsi que les pluies et les ruisseaux, dissolvent à leur tour lentement le sel qui émerge à la surface sous forme de sources de saumure. Des sources que les hommes de la région ont appris à exploiter il y a plus de 5000 ans. Ce sel est rapidement devenu un produit de valeur, un produit précieux. Il est alors le seul moyen de conservation de la nourriture et de la viande. De plus, il constitue à l'époque un moyen d'échange, une monnaie. Donc le sel était un trésor, et il l'est encore aujourd'hui. C'est seulement des siècles plus tard que, par hasard, les hommes découvrent le sel gemme, du sel pur compacté dans la roche. À 35 km de Cracovie, Bornia serait restée une petite ville ordinaire sans cette découverte. En 1248, le premier puits a été créé sous le nom de Sutoris, qui veut dire le puits du cordonnier, tout simplement parce qu'il a été creusé dans le jardin d'un cordonnier. Car au milieu du XIIIe siècle, les sources salées se tarissent en surface. On creuse ici des puits de plus en plus profonds pour les exploiter. Si la mine ne fonctionne plus aujourd'hui, les hommes qui l'entretiennent, comme Lucian Wizik, se considèrent toujours comme des mineurs. Ici, vous pouvez trouver de belles formations composées d'eau salée, qui ont l'aspect de stalactites et de choux-fleurs.
Et c'est en 1251 qu'entre les couches de roche, le premier bloc de sel, tapi depuis des millions d'années, est mis à jour. Ces traces blanches, ce sont les restes des organismes qui vivaient dans la mer Miocène. Tout ce qui vivait dans cette mer Miocène a été recouvert par d'autres couches. De ce fait, ça ne s'est jamais décomposé et c'est parvenu intact jusqu'à nous. Mais afin de l'atteindre, il faut descendre en profondeur. Ici, nous voyons très bien la distinction entre le sel et l'ardoise, cette roche qui se broie et qui s'érode facilement. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise des renforts. Dans cette roche friable, on creuse manuellement des galeries. Les techniques d'extraction sont alors très rudimentaires. À genoux ou allongés sur un morceau de cuir, les mineurs travaillent toute la journée à la lueur de lampes à huile, sous la menace permanente d'inondations et d'explosions de méthane. Avant la mise en tonneau, le sel devait être écrasé comme ceci, avec un outil qui s'appelle le stomp. Entre le XIVe et le XVIe siècle, les salines de Cracovie sont l'une des plus grandes entreprises d'Europe. Des milliers de personnes y travaillent et en extraient environ 30 000 tonnes de sel par an. Une manne qui fait la fortune des rois polonais. Cracovie est alors la capitale du royaume. Trônant au sommet de la ville médiévale, c'est depuis le château du Wawel, siège du pouvoir et de l'Église, que le roi Casimir III, surnommé Casimir le Grand, publie le statut des salines de Cracovie, dictant la loi minière. I kiedy już nadchodzi ten czas Królestwa Polskiego, ale władcy, książęta doprowadzają do sytuacji, w której wszystko, co wiąże się z górnictwem, staje się własnością królów. Że kopalnia przynosi bardzo duże krocie i gwarantuje te zyski. Patrząc dzisiaj na Kraków, trzeba pamiętać, że to miejsce dużo zawdzięcza kopalni wielickiej i bałcheńskiej. Cet or blanc représente alors à lui seul jusqu'à 1/3 des revenus du trésor royal. Si à l'époque, Casimir III se targue d'avoir transformé une Pologne de bois en Pologne de pierre, ce n'est pas par hasard. L'argent du sel permet de financer les guerres, d'entretenir la cour royale, de payer les commis, mais également d'ériger des châteaux, des églises et même de subventionner l'une des toutes premières universités d'Europe, l'université Jagiellonne. Kopalnia stała się takim zabezpieczeniem dochodów uniwersytetu. Taka dzisiejsza współczesna forma banku. I potem co roku uniwersytet te dochody w postaci takiego jakby małego czynszu uzyskiwał. Et pour diriger les mines, les rois accordent leur confiance à la classe bourgeoise du pays, qui s'enrichit elle aussi considérablement et fait bâtir une vingtaine de maisons cossues sur la grande place du marché, une des plus grandes places d'Europe, mais aussi dans les faubourgs de la ville. Jesteśmy w willi Decjusza. Nazwa pochodzi od osoby, która ten budynek wybudowała, zasponsorowała, a która związana była oczywiście z kopalnią wielicką. Jeden z wyższych urzędników wielickich. La bâtisse d'origine, construite en 1528, s'inspire du style de la Renaissance italienne et emprunte aux villas à la mode de Rome et de Florence. Ta rodzina jest wyjątkowym przykładem dorobienia się na soli, bo oni zbudowali prywatną kopalnię. Dès le XVe siècle, les mines de Cracovie suscitent l'intérêt des premiers voyageurs à qui l'on délivre des permis de visite royaux. Le plus prestigieux d'entre eux, l'astronome Nicolas Copernic, propulse l'aura des salines de Cracovie au-delà des frontières de Pologne.
C'est le cas de Wieliczka, plus grande mine de sel de Pologne. Elle est sans conteste la plus spectaculaire. Son escalier en bois conduit dans les entrailles de la terre. 9 niveaux, 240 km de galeries qui s'enfoncent jusqu'à 327 mètres de profondeur et des conditions de travail qui exacerbent la foi des mineurs. Dans la mine, nous avons beaucoup de chapelles qui témoignent de la religiosité des mineurs et de leur reconnaissance quant à la protection divine. Les sculptures, les figures et les autels, tout ça est fait de sel. Les mineurs avaient profondément besoin de s'en remettre à Dieu au moment où ils commençaient leur travail. Et lorsqu'en 1772, le pays perd son autonomie et se retrouve partagé entre les 3 puissances voisines, l'Autriche, la Russie et la Prusse, les mineurs réalisent un miracle patriotique. Creusés au cœur de la mine, à 100 mètres de profondeur, une impressionnante cathédrale souterraine. Avec ses 54 mètres de long et ses 12 mètres de haut, la chapelle Sainte-Cunégonde, patronne des mineurs de sel, surgit comme un acte de résistance face à l'occupant. Celle qu'on surnomme aussi la Sixtine de sel abrite 5 lustres d'époque en cristal salin. En 1896, à l'initiative du directeur de la mine, 3 mineurs, les frères Markowski et Antoni Wirodek, ont sculpté les figures, les reliefs et les autels de cette chapelle. Ce qui est frappant, c'est de voir que des mineurs sans qualification artistique ont été capables d'exprimer aussi justement leurs sentiments religieux et leur reconnaissance envers Dieu. Aujourd'hui encore, ce lien entre la religion et le travail de la mine est toujours vivant. Chaque dimanche, une messe est dite pour les employés, pour les habitants de Wieliczka et pour les touristes qui la visitent. Si au XXe siècle, la mine de Wieliczka n'est plus rentable et ses gisements cessent totalement d'être exploités en 1996, elle est aujourd'hui l'un des sites les plus visités de Pologne.